Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le cadre de ce nouvel entretien sur votre chaîne Tout Info. Aujourd'hui, nous parlerons d'un secteur de l'économie, une économie axée sur un environnement virtuel. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, il s'agira de l'économie numérique. Et dans le cadre de cette économie numérique, nous évaluerons tous les secteurs d'activité qui sont autour ou dans l'économie numérique. Nous évaluerons aussi les institutions qui sont mises autour de cette économie numérique au Cameroun et nous essaierons d'aborder quelques secteurs d'activité qui sont peut-être encore en friche et qui devraient être mis en œuvre dans le cadre de cette économie numérique afin d'implémenter et de mettre mieux en œuvre cette économie. Et dans le cadre de cette nouvelle édition, nous recevons aujourd'hui Pierre-François Kamano, ingénieur de télécom, qui viendra ici nous éclairer sur cette thématique. Monsieur Kamano, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le cadre de notre émission L'Entretien ici sur Seva News. C'est moi qui vous remercie. Oui. Nous sommes là dans le cadre, vous avez compris, c'est un ingénieur de télécom et directeur général de GTS Infotel, un homme assez quand même connu dans le cadre des télécoms, mais pas du tout dans le cadre public, qui est toujours réservé, mais qui est intervenu dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans les séminaires en Afrique, les séminaires un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui fait pour aller directement dans le vif du sujet, qu'est-ce qui fait cette particularité que vous êtes discret, mais vous êtes parvenu à intervenir dans beaucoup de secteurs d'activité? Oui, merci pour cette occasion que vous m'offrez de pouvoir m'expliquer sur, on peut dire, ce long silence, puisque c'est la première fois en effet que je livre une telle interview dans les médias. C'est vrai que depuis 2001, lorsque j'ai décidé de créer GTS, mon entreprise, je ne me suis pas fait... je me suis fait assez discret parce qu'il fallait en effet travailler dans un domaine qui était considéré comme un domaine nouveau dans le cadre du développement de cette économie numérique. Auparavant, j'ai eu un parcours effectivement j'ai intervenu dans des grands groupes de téléphonie mobile. Et à l'instant, j'ai commencé par Celtel. Sans publicité, bien sûr. Oui, sans publicité, mais disons que les premières années de 2015, en 2001, j'ai travaillé dans ces grands groupes Celtel et Télécel. Et donc mon dernier poste était directeur général de Télécel au Gabon jusqu'en 2001. Et c'est ensuite que j'ai décidé de créer donc GTS. Oui, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est celle de savoir comment M. Kamano a fait pour se retrouver, on pourrait dire, au bon endroit et au bon moment dans cette structure. Bien, je ne sais pas si je suis au bon moment, au bon endroit, mais on peut dire que j'ai été toujours un précurseur, d'abord dans le développement des réseaux de téléphonie mobile, puisque depuis 1995, comme je vous l'ai dit, c'est à partir de cette période-là, de 1995 à 2001, que j'ai contribué, on peut dire, à l'émergence de la téléphonie mobile en Afrique, à travers donc, ces deux structures panafricaines, ces deux opérateurs panafricains, Celtel, devenu aujourd'hui Airtel, et Télécel, qui a été racheté en 2001 par le groupe égyptien Orascom, et qui sont présents dans quasiment tous les pays d'Afrique subsaharienne. Donc effectivement, j'ai eu cet avantage d'être au début, donc un précurseur dans le développement des réseaux mobiles. Et depuis 2002, je peux également dire que je suis un précurseur dans le développement, je peux dire maintenant, des réseaux SVA,
Donc, d'un côté, on a les réseaux mobiles et aujourd'hui, donc je peux dire c'est la suite du développement, c'est les réseaux SVA pour lesquels j'ai pris donc je me suis mis dans ce cheval de bataille. Nous sommes ici dans le siège de votre structure et nous voulons vous poser la question, après avoir fait le tour pratiquement de l'Afrique dans toutes ces structures panafricaines où il y avait des offres certainement alléchantes, pourquoi avoir décidé de revenir au Bercail? Oui, en effet, on peut... c'est vrai que la solution la plus simple pour moi aurait été de poursuivre dans les fonctions de directeur dans ces grands groupes. Mais j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, je peux dire pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que j'avais une vision. J'avais une vision je peux dire, du rôle important que les SVA devront jouer dans ce qu'on a convenu d'appeler aujourd'hui l'économie numérique. J'avais déjà cette vision, je peux dire, depuis 2001. L'importance des SVA dans l'économie numérique, j'en suis convaincu. Et je pense que j'ai encore un travail d'éducation à faire dans ce domaine. Et peut-être que cette interview va me donner cette occasion d'expliquer un peu plus l'importance de ces SVA, services à valeur ajoutée, dans l'émergence de l'économie numérique, qui a d'ailleurs fait l'objet de l'article que j'ai publié. Monsieur le directeur général, oui. Et ce qu'on voudrait demander pour la gouverne de nos téléspectateurs, quel est l'horizon, quelle est la taille de GTS Info? Oui, mais pour finir avec la première question, la question que vous venez de me poser, qu'est-ce qui a fait que je me lance dans cette aventure? Je vous ai parlé de la vision que j'avais des SVA, de ce que la place qu'elle devra occuper après le développement des réseaux. Donc en gros, c'est pour accompagner le développement des réseaux mobile et Internet, que je me suis lancé dans ce développement des SVA. Et la deuxième raison, c'était, je dirais, pour suivre les pas de mes deux derniers patrons. Deux grands entrepreneurs également, visionnaires, qui ont participé, qui ont contribué au développement de la téléphonie mobile en Afrique. Je vais citer d'abord le docteur Mo Ibrahim, qui est le fondateur donc, du groupe Celtel, devenu aujourd'hui Airtel. Vous devez certainement le connaître de par la fondation Mo Ibrahim qu'il a créée par la suite, à la suite de la vente de son groupe. Il s'est lancé aujourd'hui dans sa fondation qui porte son nom. Et puis également le Miko Raitare, le feu Miko Raitare, qui était fondateur du groupe Télécel, un des pionniers également de la téléphonie mobile en Afrique. Donc on peut dire que j'ai eu cette chance d'avoir côtoyé ces deux grands pionniers du développement de la téléphonie mobile. J'entends poursuivre cette voie dans le domaine des services à valeur ajoutée. Nous l'espérons bien évidemment, monsieur le directeur général. Mais dans le cadre pour nos téléspectateurs, pour la gouverne de ceux qui nous écoutent dans les ménages, quelle est la taille aujourd'hui de GTS Infotel? Quel est le personnel? Quel est le rayon d'activité? Quels sont les rayons d'activité? Présentez-nous brièvement un peu les activités que mènent les services que mène GTS Infotel. Ben, écoutez, GTS Infotel, je l'ai créé, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2002. J'ai d'abord créé GTS Africa, un groupe dont la vocation était donc de devenir le premier opérateur alternatif des réseaux SVA. Donc c'est ainsi
Donc nous créons par la suite GTS Infotel au Cameroun en 2002, qui obtient en 2002 la première licence de la fourniture des services SVA. Donc on est les premiers à avoir eu cette licence des fournisseurs SVA au Cameroun en 2002. Et c'est en 2014 que, après, je peux dire plus de 10 ans, que nous avons finalement obtenu la licence qui nous permet de devenir un opérateur alternatif. Vous vous souvenez, c'était ma vocation, de devenir un opérateur alternatif. Donc on a pris, on peut dire qu'on a pris plus de 10 ans pour avoir ce statut-là sur le plan réglementaire. Donc les choses ont effectivement pris beaucoup de temps. J'allais dire, il a fallu du temps, comme dirait quelqu'un. Ensuite, donc notre vocation aujourd'hui, donc notre activité jusqu'à ce jour, je peux dire, s'est limitée à la fourniture des numéros courts pour les services SMS interactifs, des services et des bulk SMS pour les entreprises. Donc aujourd'hui, ça s'est limité essentiellement qu'à cela. Mais avec l'acquisition donc de cette nouvelle licence d'opérateur et des tranches de numéros longs dits SVA, nous allons fournir une nouvelle gamme de services de communication multicanal. Communication, quand je dis multicanal, c'est des communications vocales, SMS ou USSI. Donc voilà les différents modes de communication mobile entre, d'une part, les applications des entreprises qui seront abonnées à nos numéros SVA. Donc là, nous parlons des abonnés entreprises qui vont s'abonner à ces numéros SVA, qu'on dit numéros SVA, puisque c'est des numéros associés à des applications. Donc, il s'agira donc de mettre en place un système qui permettrait de communiquer entre ces abonnés applicatifs et les abonnés et les utilisateurs abonnés des réseaux mobiles. Oui, et pour ces services-là, vous employez combien de personnes où se déploie le service à travers le pays ou à l'instar? Combien de personnes? Quel est le profil? Alors, écoutez, aujourd'hui, notre structure GTS emploie une trentaine de personnes pour les services que nous fournissons actuellement. Mais dans le cadre de ce développement, puisque nous prévoyons de lancer cette nouvelle offre de numéros dits Infotel, puisqu'il s'agit de mettre en place un réseau Infotel avec des numéros Infotel. Donc ce lancement est prévu dans les tout prochains mois. Donc nous comptons, nous prévoyons un effectif de 100 personnes d'ici la fin de cette année, et on peut dire 200 à l'horizon 2017. Oui, dans le cadre de cet entretien, nous revenons tout à l'heure sur ce qui est dit même du discours sur l'économie numérique. Vous avez remarqué le chef de l'État, lors de son discours à la nation du 31 décembre 2015, est revenu fortement comme étant un véritable défenseur, un avocat de l'économie numérique, alors qu'il s'était porté plutôt réticent il y a quelques mois lors de son discours à la jeunesse, qu'il établissait comme étant un secteur qui pouvait non seulement déstabiliser la jeunesse, mais être un frein à l'évolution. La question on voudrait bien se poser, c'est celle de savoir, monsieur le directeur, avez-vous une certaine sincérité dans le discours du chef de l'État à travers ses propos? Et bien plus encore, est-ce qu'il y a une possibilité que le chef de l'État ait vu des avantages à l'économie numérique? Écoutez, je n'en sais rien. Je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question. Toutefois, je peux vous dire que j'ai trouvé
les propos du président de la République, je veux dire, sur le retard constaté à l'arrimage à cette économie numérique, j'ai trouvé ces propos salutaires. Salutaires pour le développement des SVA, justement. Donc je peux dire que c'était une très belle occasion de montrer l'importance des SVA dans cette économie, dans cette économie numérique, étant donné que il s'agissait de démontrer l'importance, le rôle que jouent les SVA comme dans les services des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Disons que les SVA font partie des services des technologies de l'information et de la communication. Donc, monsieur le directeur, le chef de l'État, il y a donc une sincérité qui va donc dans le cadre des SVA que vous mettez en place, c'est certainement ce que vous voulez nous dire, monsieur le directeur général. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il joue son rôle, à chacun de nous de jouer le sien. Il fixe le cap. De ce côté-là, il est dans son rôle, comme je le disais. Le cap aujourd'hui, c'est de développer, c'est de mettre tout en œuvre pour accélérer, je peux dire, le développement de cette économie numérique. Je parle d'accélération parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'économie numérique se met en branle. Mais il s'agit de l'accélérer. Il faut dire que c'est pour ça qu'on accuse un retard. C'est parce qu'on ne va pas aussi vite que les autres pays. Donc, il fallait bien faire ce constat. Et en cela, on peut effectivement apprécier à sa juste valeur les propos du chef de l'État qui, encore une fois, je le dis, était complètement dans son rôle. Et vous avez parlé de l'implémentation de cette économie numérique qui n'est pas toujours très rapide, l'implémentation de cette économie numérique qui n'est pas toujours très vite mise en place. Dans l'architecture camerounaise, comme vous le savez, il y a des structures qui sont là, le Minpostel, l'Antique, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, nous avons l'Agence de régulation des télécommunications et d'autres. Je voudrais savoir, monsieur le directeur général, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce secteur pour que l'économie numérique ait un véritable impact demain? Alors, vous avez dit beaucoup de choses là dans votre question. Je ne sais pas comment, par quel bout le prendre. Alors, si vous voulez, il est question aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, d'accélérer le développement de l'économie numérique, déjà de faire le constat de certaines de ces insuffisances. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire dans ce domaine-là? Il me semble que sur le plan réglementaire, aujourd'hui, les conditions, tout est en place. Sur le plan réglementaire, les institutions sont là. Maintenant, il se trouve que il y a également, si on prend pour référence la loi sur les télécoms, il y avait 3 objectifs clairs que la réforme de ce secteur devait permettre. Je ne sais pas si c'est de... Non, vous voulez peut-être y revenir si là, oui. Dans le cadre, on se plaint peut-être dans le quotidien des Camerounais, on se plaint qu'il y a certaines autorités qui ne sont pas toujours prêts, qui ont un certain illettrisme. Nous avons vu dans le dernier cabinet ministériel, on demandait au ministre de se mettre vers les voies des télécoms, Internet par exemple, Facebook, des comptes. Est-ce que vous pensez que la mise en place de cette économie numérique au sein de l'effectif gouvernemental pourra impulser la culture du numérique au Cameroun? Mais bien entendu, il faut absolument que cette économie numérique se traduise par des faits concrets qui visent à améliorer
le but, c'est d'améliorer les relations, je dirais, entre le gouvernement, par exemple, et les administrés et le public. Donc, que des dirigeants aujourd'hui communiquent et soient présents sur les réseaux sociaux, c'est un des marqueurs de ce développement-là. Je dirais même qu'il n'y en a pas assez. Donc, c'est bien pour ça que là également, c'est un signal qui est lancé pour que non seulement les décideurs, les dirigeants, effectivement, utilisent les réseaux sociaux, mais je dirais même, je vais plus loin. Il faut déjà à la base qu'ils utilisent tout simplement les outils basiques comme l'email, que ce soit un email d'entreprise, un email gouvernemental qui soit mis en place au lieu que les fonctionnaires utilisent aujourd'hui leur email personnel pour des besoins professionnels. Donc là, il y a effectivement un problème. Je peux dire qu'il y a pas mal de lacunes, d'insuffisances dans la pratique de cette économie numérique. Oui, en parlant de lacunes, dans une récente publication qui a été faite dans une tribune camerounaise, vous avez trouvé le bilan de la loi de 1998 comme quelque peu mitigé. En quoi vous le trouvez? Vous avez trouvé ça mitigé? Oui, effectivement, je disais tantôt que dans cette loi, effectivement, il y avait 3 objectifs qui étaient visés par la refonte de ce secteur. Le premier objectif, c'était d'améliorer l'offre globale des services de télécommunication de point de vue quantitatif, mais surtout qualitatif. Et faciliter l'accès donc aux services, que ce soit services mobiles ou services Internet. Donc il s'agissait donc de faciliter l'accès au plus grand nombre de la population, y compris en zone rurale. Donc ça, c'est le tout premier objectif de cette loi. Donc je peux dire en cela que l'objectif a été mitigé en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un taux de pénétration du mobile de l'ordre de 80%. Donc de ce côté, on peut dire qu'on a la loi a atteint un objectif. Par contre, le taux de pénétration de l'Internet, et notamment de l'Internet mobile, reste insuffisant, de l'ordre de 5%, alors que la moyenne africaine est de l'ordre de 10%. Et qu'en Europe, ce taux est à saturation, c'est-à-dire 100% de la population connectée. Donc, de ce point de vue, on peut constater qu'on est en retard. Dans Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on n'arrive pas à couvrir autant que les autres pays africains? Alors, il fallait développer d'abord les réseaux. Je crois en cela, l'État a ouvert le marché de la téléphonie au privé, à la concurrence. Donc, on a vu l'arrivée de 2 opérateurs internationaux. Aujourd'hui, il y a un 3e. Donc, il fallait déjà développer les infrastructures. C'est des infrastructures lourdes de réseaux de télécom. J'estime que cette phase est satisfaisante en termes de résultats, en termes de réseau. Aujourd'hui, là où le bas blesse, c'est que l'accès à ces réseaux-là n'est pas encore, je peux dire, à la portée de toutes les bourses. On n'a pas suffisamment... il y a un problème d'accessibilité, certainement lié au coût des terminaux déjà, puisqu'il faut acquérir un terminal 3G, voire 4G. Dans le cas des réseaux 4G, cela nécessite un terminal 4G. Et d'autre part, il faut également supporter le coût lié à l'usage, aux usages que vous voulez en faire.
si vous voulez visualiser une télévision, une chaîne télé sur votre smartphone, vous allez consommer une bande passante qui va... donc, il y a un coût lié à l'utilisation. Donc, je pense qu'en cela, il me semble qu'il y a le premier défi ici, c'est de faire en sorte que c'est d'améliorer le taux de pénétration de l'Internet mobile. Et il revient, je dirais, aux opérateurs mobiles cette responsabilité-là. La marge de manœuvre est encore suffisamment grande pour ces opérateurs. C'est à eux de trouver les voies et moyens d'accélérer ce taux de pénétration de l'Internet mobile au Cameroun. Et vous avez parlé de 4G tout à l'heure, où il y a une incroyable confusion dans l'implémentation même de la 4G au Cameroun. Et l'AET, qui est chargé de réguler, se contente de critiquer les différents opérateurs qui disent avoir mis en place la 4G, mais ne se juste critiquer, mais ne les condamnent pas. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Oui, alors, je crois que, bon, pour répondre à votre question, je dirais plutôt que... Est-ce que la 4G est effective au Cameroun, monsieur le directeur général? Alors, je pense que l'AET a été très clair. Le directeur général de l'AET s'est expliqué très clairement sur ce sujet. La 4G n'est pas officielle au Cameroun, donc ce n'est plus un secret qu'elle n'est pas officielle, parce qu'ils n'ont pas encore délivré les fréquences nécessaires pour permettre le développement des réseaux 4G. Il se trouve que les opérateurs ont utilisé les fréquences de la 2G pour expérimenter des réseaux 4G. Je ne sais pas si c'est la source des difficultés sur la qualité de service que les usagers rencontrent aujourd'hui. Mais il faut dire que de ce point de vue, la qualité des réseaux GSM s'est dégradée au cours de ces derniers mois. Et je pense que je suis sûr que les opérateurs font tout ce qui est possible pour améliorer cette situation. Mais au-delà de ça, je dirais que même si à supposer même que les réseaux 4G existaient, étaient effectivement en place, que les opérateurs fournissaient un service 4G, je ne suis pas sûr qu'on va atteindre les objectifs. Si je vous rappelle, le premier objectif de la loi, c'est de permettre un accès au plus grand nombre de la population. Je ne suis pas sûr que la majorité des Camerounais ont les moyens aujourd'hui de se procurer un téléphone 4G et de pouvoir l'utiliser et tous les services 4G que le réseau offre. Il me semble que la priorité aujourd'hui, c'est d'accélérer le taux d'acquisition, le taux de pénétration, n'est-ce pas, du réseau GSM et 3G. La 3G, c'est l'Internet mobile, à condition qu'elle soit stable, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, je pense que la priorité est là. Au regard du rôle moteur des réseaux mobiles et Internet dans le développement de l'économie numérique, il est important que la base de la population connectée soit la plus large possible. Et on ne peut atteindre cet objectif, je dirais, avec les réseaux 3G. La 4G, pour moi, c'est la crème au-dessus. Toute info. Les entreprises ont besoin effectivement d'un réseau 4G, certainement, sans doute. Mais je pense qu'ils pourraient déjà se contenter aujourd'hui d'un réseau 3G s'il était stable. Aujourd'hui, nous avons, pour notre cas par exemple, nous avons deux réseaux, nous avons deux services d'Internet 3G, mais qui ne sont pas stables. Donc, on bascule d'un fournisseur à un autre au moins 10 fois dans la journée.
On est obligé de basculer d'un fournisseur de service Internet à un autre, tout simplement parce que les réseaux ne sont pas stables. Oui, mais monsieur le directeur, peut-être pour sortir par là, dans le cadre des réformes dans des télécommunications, on pourrait donc dire que les opérateurs, apparemment, l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications, et même l'ANTIC sont apparemment un peu, je ne dirais pas incompétents, mais ils ont une faiblesse institutionnelle à pouvoir réguler ce secteur. Comment vous pouvez expliquer cela? Oui, ben écoutez, vous ne voulez pas dire qu'ils sont laxistes, je ne dirais pas ça non plus. Je pense que ce constat s'applique à tous les acteurs, je peux dire, de ce secteur. Voyez-vous, les télécoms et les TIC ont connu ces dernières années, je peux dire ces 20 dernières années, de très profondes évolutions, de très profondes mutations. Et je pense qu'on a, sur le plan des ressources humaines, sur le plan du capital humain, on n'a pas vraiment suivi ces évolutions technologiques. Donc en cela, on peut reconnaître qu'on a un problème de ressources humaines expérimentées pour pouvoir gérer des réseaux aussi complexes qui se complexifient au jour le jour, qui se diversifient. Donc les technologies aujourd'hui vont à une vitesse extrêmement rapide. Donc il faut suivre. Donc je pense que le problème est plutôt lié à l'expertise qui est extrêmement nécessaire, n'est-ce pas, pour prendre de bonnes décisions. Je dirais que la question, autrement dit, est-ce qu'on doit aujourd'hui assimiler toutes les technologies qui apparaissent dans le monde? Je dirais non. Il faudrait avoir une capacité d'analyse suffisante pour savoir quelles sont les technologies qu'on peut appliquer ou adapter à notre environnement local. Il ne s'agit pas d'importer ou de copier tout ce qui se fait ailleurs. Donc, de ce point de vue, on pourrait, ce que je note derrière tout ça, je peux dire c'est véritablement le manque de compétences et d'expérience dans un domaine aussi complexe que sont devenus les télécoms. C'est un métier d'expert. En parlant d'experts, on sait qu'il y a notamment dans le secteur des télécommunications, nous allons aborder un secteur en parlant d'évolution. Il y a une évolution notable dans le secteur des télécommunications avec la mise en place un peu partout dans presque toutes les entreprises de la fibre optique. La fibre optique qui est mise en place un peu partout et dont le monopole est donné à l'entreprise camerounaise de télécommunications, la Camtel, la Cameroun Télécommunications, qui est chargée de gérer tant sur le plan national qu'international. Comment comprenez-vous une telle démarche de l'État d'avoir remis ce monopole à la Camtel? Ben, écoutez, je pense que ça fait partie de l'évolution des choses. Au départ, l'État a libéralisé le secteur des télécoms, notamment le secteur de la téléphonie mobile, et a estimé que pour ce qui est de l'infrastructure de base, c'est-à-dire la fibre optique, qui aujourd'hui constitue, je dirais, l'épine dorsale des réseaux, a estimé que ça devrait rester dans le sillon de l'État. Je pense que c'est une décision comme ailleurs, qu'il faut appliquer. Il n'y a pas un mal en cela, en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est ça que je voulais dire. Par contre, la question, c'est est-ce que derrière, quels sont les bénéfices? Est-ce que ce monopole-là permet effectivement de développer tous les pans, tous les secteurs de l'économie? Donc c'est une question qu'on peut se poser. En revanche, je dirais aussi que
aujourd'hui, on peut se poser effectivement la question de savoir si ce monopole reste pertinent, ne serait-ce que au niveau national. Qu'au niveau international, l'État garde le monopole des liaisons par fibre optique, puisqu'aujourd'hui il y en a 3. C'est normal. Mais sur le plan national, il me semble que on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si c'est encore pertinent que l'État, que Camtel puisse également disposer du monopole des liaisons interurbaines. Parce que c'est le cas, c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, on a aussi remarqué que vous avez parlé des liaisons en fibre optique. On se rend compte que la Camtel a développé quand même à l'intérieur du pays bientôt 10 000 km. Comment expliquer que ces efforts sont si mal perçus, si mal connus des usagers? On ne voit pas l'implémentation véritable sur le quotidien des télécommunications camerounaises. Oui, bien sûr. Il faut faire la différence entre les infrastructures de réseau, comme je l'ai dit tantôt, et les services que l'on peut bénéficier de ces réseaux-là. Il se trouve que Camtel effectivement a fait son rôle, a fait son travail en déployant effectivement ce réseau, ce linéaire, n'est-ce pas, de 10 000 km de fibre optique. Alors, elle permet de faire quoi? Elle permet de collecter, je dirais, d'apporter l'Internet, je dirais, de distribuer l'Internet au niveau local, sur l'étendue du territoire. Cet Internet qui vient de l'étranger, à travers ces fibres optiques, à travers ces liaisons maritimes, comme on dit, le SAT3 ou le WAX ou ES. Donc voilà les trois réseaux de câbles sous-marins que Camtel exploite et qui distribuent donc la bande passante à travers le réseau de fibre optique qu'elle déploie à l'intérieur du pays. Il faut reconnaître effectivement que le coût d'accès à l'Internet reste relativement cher au Cameroun, comparativement aux autres pays, comme le Nigeria ou même le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Mais j'espère qu'avec le temps, l'usager pourra bénéficier donc des baisses de tarifs, leur permettant d'accroître leurs usages. Oui, véritablement, vous en tant qu'expert, que devrait véritablement apporter la fibre optique dans l'univers des télécommunications en général et bien plus loin encore dans l'ensemble même de l'économie camerounaise? Écoute, la fibre optique a été reconnue comme effectivement une technologie de pointe permettant la transmission pour la transmission des données à grande vitesse. Donc, aujourd'hui, les besoins sont multiples et variés, notamment les besoins en bande passante. On a besoin, un utilisateur a de plus en plus besoin de la bande passante pour utiliser un certain nombre de services de type vidéo, notamment, transfert de fichiers. Donc, pour tout cela, on a besoin donc de communiquer. L'utilisateur doit communiquer avec des plateformes, avec des serveurs de données, de contenu. Donc, et pour cela, il faut mettre en place un réseau de transport. Donc, en réalité, il s'agit là d'un réseau de transport de données numériques où la fibre optique est aujourd'hui reconnue comme la technologie la plus avancée qui apporte tous les avantages en termes de qualité-prix et de sécurité et de stabilité.
dans la communication. Oui, monsieur le directeur général, peut-être pour sortir dans le cadre de cette question-là sur la fibre optique, vous avez apporté les avantages et les bénéfices qui sont presque indéniables, mais certains observateurs préfèrent dire qu'il fallait que le Cameroun continue à utiliser l'Internet par satellite, qu'ils utilisent toujours ce système-là. Est-ce que vous pouvez nous dire, en comparer, quelles sont les deux technologies pour quelles sont ces deux technologies, en comparer, qu'est-ce qu'elles valent dans le développement de l'économie numérique? Bien, alors l'Internet par satellite, c'est, je dirais, la technologie précédente, ancienne. Je crois qu'avant de passer au câble sous-marin, le Cameroun utilisait les VSAT, les satellites, et d'ailleurs, cette technologie existe toujours. Mais c'est une technologie effectivement vieillissante, mais plutôt en réalité une technologie qui est chère comparativement à la technologie par fibre optique. Le VSAT, les satellites, vont toujours demeurer, mais je dirais en backup. Donc ce sera une technologie de remplacement de la technologie par câble sous-marin. Voyez-vous, le câble sous-marin est bien, mais lorsqu'il y a un problème de coupure de câble, vous n'avez plus de service à ce moment-là. Et je crois qu'on a eu des cas où, entre Douala et Yaoundé, il y a eu des coupures de câbles. Et c'est peut-être là la petite faiblesse qu'on pourrait reprocher à la technologie par fibre optique. Mais en cela, le satellite peut effectivement servir de backup, n'est-ce pas, comme je disais tantôt. Donc les deux technologies, je peux dire, se complètent. Mais il faut reconnaître que la fibre optique est la technologie aujourd'hui de base qu'on devrait utiliser par défaut. Et ensuite, on bascule sur le satellite s'il n'y a plus de service sur la fibre. Oui, monsieur le directeur, restons peut-être dans le cadre de l'économie d'Internet, entrons un peu dans le monde data où nous sommes déjà, et on voudrait savoir, dans le cadre de notre pays, il est difficile, on n'arrive pas toujours à donner le nombre exact d'utilisateurs d'Internet au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, monsieur le directeur général? Écoutez, c'est vrai qu'il manque de manière générale, les statistiques officielles ne sont pas faciles à obtenir. Mais il me semble quand même qu'il existe des données sur le nombre d'utilisations Internet. Je crois que le dernier rapport de la Banque mondiale... très clair, les 2 et 3 lors des journées nationales de l'économie qui n'ont pas été très clairs là-dessus, et peut-être le rapport n'avait pas été bien ficelé. Enfin, toujours est-il qu'ils nous ont donné quelques chiffres que nous pouvons valider, que nous pouvons comparer à d'autres chiffres qu'on retrouve dans l'Internet. Vous savez, dans l'Internet, on peut trouver des chiffres. C'est vrai qu'il est difficile d'avoir la provenance, de savoir si c'est des chiffres officiels ou pas. C'est bien dans cela que je suis en train de dire. Aujourd'hui, les statistiques officielles, malheureusement, n'existent très peu. On a très peu de statistiques, que ce soit en termes des revenus même du secteur SVA. On n'a pas les statistiques sur les revenus que les SVA, par exemple, font. Mais pour ce qui est des taux de pénétration d'Internet mobile, c'est vrai que, comme je l'ai dit, il est très bas, ce taux, et il est question de voir dans quelle mesure on peut accélérer ce nombre-là. Oui, que peut donc apporter, monsieur le directeur général, on serait tenté de savoir, que peut donc apporter la généralisation de l'utilisation de l'outil Internet sur les téléphones mobiles? Alors, effectivement, dans l'économie numérique, s'appuie, je dirais, d'abord sur une population connectée. Je dirais comparativement à l'économie traditionnelle, qui s'appuie sur la population. Je dirais que l'économie numérique s'appuie sur une population connectée. C'est ce qu'on appelle les utilisateurs digitaux, ou digital users.
Donc, une population connectée, c'est un usager qui dispose soit d'une connexion mobile, donc qui accède donc à des services mobiles, à des services de contenu, soit en vocal, en SMS ou en USSD, et où on a une population connectée par l'Internet, justement. Donc, on a un usager Internet qui va accéder par Internet donc, à des services de contenu également. Donc, en cela, plus on a d'utilisateurs connectés à Internet, mieux, je dirais que c'est la cible en réalité de l'économie numérique. C'est cette population connectée-là. Donc, de ce côté, il est important que l'Internet se retrouve sur les terminaux mobiles. Je dirais que c'est un moyen d'accélérer ce développement de l'économie numérique, puisque ça facilite l'accès à ces services de contenu directement depuis votre téléphone. Vous n'avez plus besoin d'aller dans un cybercafé pour vous connecter sur un site, où que vous soyez. Donc il y a l'aspect mobilité et l'aspect comment dirais-je, facilité d'utilisation. Donc en cela, le téléphone mobile est l'outil, je dirais, idéal qui permettant le développement de cette économie numérique. C'est la base, je dirais, du développement. Oui, vous parlez donc de l'utilisation de l'outil Internet par les usagers, mais on vient de le rappeler ici qu'il est sous-utilisé au Cameroun, que ce soit pour les usagers, que ce soit pour les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous apporter des pistes de solutions pour permettre que ces outils Internet puissent être échangés au quotidien des Camerounais? Non, les pistes sont là, tout le monde les connaît, surtout les opérateurs mobiles, dont la responsabilité justement est de trouver les moyens d'accélérer l'usage, d'accélérer la pénétration donc, de cet Internet auprès de leurs abonnés mobiles. Il faut dire qu'ils ont déjà des abonnés mobiles. Il s'agit maintenant de faire que cet abonné mobile devienne un abonné à l'Internet mobile, tout simplement. Donc je dirais que vraiment la responsabilité incombe aux opérateurs mobiles. Et je crois qu'ils ont bien compris l'importance pour eux, ils ont bien compris les tendances du marché. Aujourd'hui, on passe d'un mode de communication je dirais traditionnel, qui est la voix, pas vers une communication par l'Internet, une communication data, on va dire la communication data, dans laquelle on retrouve effectivement la voix, on retrouve la messagerie. C'est l'exemple par exemple de WhatsApp, qui aujourd'hui est un outil de communication par Internet, que les opérateurs eux-mêmes font la publicité parce que c'est un outil qui rend service et qui nécessite la connexion Internet. Donc en cela, on pourrait dire que le taux de pénétration, le taux d'usage de la bande passante Internet a augmenté lié à l'utilisation, par exemple, du service WhatsApp. Donc l'un entraîne l'autre. Donc, il faudrait mettre en place, il faudrait qu'il y ait une offre. L'offre de services doit effectivement être améliorée, doit se développer pour permettre aux usagers de pouvoir les utiliser, de pouvoir utiliser le canal Internet. Donc, le canal Internet s'utilisera de plus en plus. Donc, je dirais que les usagers auront le besoin d'utiliser Internet lorsqu'il y a un service qui les intéresse. Donc c'est l'offre, je dirais, qui crée, je peux dire, la demande. Dans ce cadre-là, il faut des offres de services, notamment SVA. Donc c'est là on revient encore dans ce qu'on appelle les SVA. En réalité, il s'agit de développer des services de contenu qui seront mis en ligne
qui seront donc dans des clouds, puisque c'est aussi une nouvelle terminologie, des services qui seront dans le cloud et qui seront accessibles aux abonnés mobiles, soit par le GSM, c'est-à-dire soit en vocal, soit en SMS, soit en USSD, soit par Internet. Donc voilà 4 canaux mobiles, n'est-ce pas, qui permettent à tous usagers d'accéder à un service de contenu. Donc, et c'est ça les SVA. Oui, M. Kamano, vous venez d'embrayer sur la question. Nous abordons dans le cadre de cet entretien l'économie des SVA. Vous pouvez bien rappeler à nos téléspectateurs en quoi consiste-t-elle et qu'est-ce que c'est véritablement. Vous avez parlé des thèmes techniques. Est-ce qu'on peut avoir donc clairement de quoi s'agit-il? Quel est le service SVA que vous proposez aux usagers? Ben, écoutez, je crois que jusqu'à présent, on était habitué au terme technologie de l'information et de la communication, hein, l'éthique. Je crois que c'est rentré dans les usages. C'est un terme, je dirais, auquel on est familier aujourd'hui. Par contre, les SVA, services à valeur ajoutée, n'est pas encore rentré dans la terminologie, mais j'espère que avec le temps, on ne va pas le confondre au SAV, justement, parce que ce qu'on appelle service après-vente, je dirais au contraire que les SVA est un outil au service des SAV, justement. On a besoin des SVA pour améliorer les SAV. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux par là dire. Donc, pour les SVA, en réalité, regroupent un ensemble de services qui ne sont pas des services de base. On va dire comme ça. Dans les services, au niveau des services de télécommunication à valeur ajoutée, ça signifie des services de communication entre des personnes et des applications, de personnes à applications, alors que les services de communication de personne à personne s'appellent les services de base. Les services de base de téléphonie, c'est des services de personne à personne que les opérateurs de mobile ont la responsabilité de fournir. Oui, M. Kamano, oui. Dans une récente tribune, vous avez fustigé le fait que l'ART vous offre des services de type d'interconnexion de type API, alors que vous demandez des services de type de télécom. Expliquez-nous un peu cela, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, en fait, non, ce n'est pas l'ART que j'ai fustigé dans cet article. En réalité, j'ai fait le constat qu'aujourd'hui, les opérateurs de mobile offrent, dans leur catalogue, offrent des services d'interconnexion de type API destinés aux fournisseurs SVA. Vous savez, aujourd'hui, il faut déjà définir 3 catégories d'acteurs dans l'écosystème des SVA. Il faut déjà savoir que d'un côté, on a les opérateurs de réseau mobile, d'accord? Les opérateurs de réseau mobile, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont la mission de fournir des services de communication électronique à l'ensemble de la population. Donc ça, c'est des services de base, de personne à personne. À côté de ces opérateurs, donc, ils fournissent des réseaux mobiles et des réseaux Internet. Donc, ils sont en charge des réseaux de transport, on peut dire comme cela. Un réseau de transport de personne à personne. Mais ils ont également la possibilité de fournir des services à valeur ajoutée. En tant qu'opérateurs, ils ont le droit de fournir des services à valeur ajoutée, c'est-à-dire des services d'application, des services de contenu accessibles à leurs propres abonnés. L'exemple, un des exemples concrets, c'est le Mobile Money. Mobile Money, en fait, c'est une application qui est dans un serveur et qui est accessible à leurs propres usagers. Je dis bien à leurs propres usagers, mais qui ne s'adresse pas à l'ensemble des usagers disposant d'un téléphone mobile. Les SVA d'un opérateur sont destinés aux abonnés mobiles de cet opérateur en question.
Jusqu'à présent, c'est très clair. Par contre, les SVA des entreprises, puisque toute entité doit fournir des SVA. Enfin, c'est ça l'économie numérique en réalité. C'est l'intégration des TIC dans toute activité traditionnelle. À partir du moment où vous intégrez les TIC dans une économie, n'est-ce pas? On parle des SVA. En réalité, on parle déjà des SVA. C'est intégré dans les TIC. Ça veut dire, donc, si une entreprise aujourd'hui qui n'est pas un opérateur, qui est dans tout type de domaine, ça peut être une université, ça peut être une société dans la finance, ça peut être une société dans les transports, ça peut être une société, l'administration. Donc, toute entité, toute organisation qui voudrait offrir des services à ses propres usagers à travers le téléphone mobile. Le dernier exemple, c'est les résultats des examens par SMS, par exemple. Voilà un exemple concret d'un service à valeur ajoutée que l'institution du bac ou le GCE Board, justement, a lancé, a intégré comme un service à valeur ajoutée qu'il offre aux candidats aux examens. Donc, à ce niveau-là, ce service que le GCE Board lance devrait s'adresser à l'ensemble des usagers, quel que soit leur abonnement. Qu'ils soient abonnés à Orange, MTN, il faudrait qu'ils accèdent au même service. Oui, monsieur Kamara, oui. Nous tirons presque à la fin de cette émission. Peut-être pour sortir par là, vous militez un peu pour l'introduction d'un système de télécommunication au Cameroun d'acteurs alternatifs. Et vous militez aussi pour l'émergence de l'économie numérique par la mise en place d'une infrastructure de services d'accès aux mobiles multicanal. Essayez un peu de nous expliquer tout cela. Ben, effectivement, votre question vient prolonger les réponses que je vous donnais dans votre question précédente. En effet, j'avais dans l'écosystème des SVA, je vous ai présenté les opérateurs mobiles. Ensuite, on a ce qu'on appelle les fournisseurs de services SVA. Les fournisseurs de services SVA, en fait, ce sont des prestataires de services qui fournissent des applications, qui fournissent des serveurs, les services de contenu, n'est-ce pas, aux entreprises, pour que l'entreprise puisse offrir le service à ses usagers. Donc, il a besoin d'être accompagné par un prestataire de services qu'on appelle les fournisseurs SVA. Mais entre ces deux acteurs, que sont les opérateurs de réseau et les fournisseurs SVA, il y a une nouvelle catégorie que j'ai appelée, enfin, qu'on appelle sur le plan international, des opérateurs alternatifs de services à valeur ajoutée. Donc, c'est cette catégorie qui est nouvelle, où nous nous positionnons aujourd'hui un petit peu pour permettre aux fournisseurs de SVA, n'est-ce pas, de pouvoir avoir accès à tous les réseaux mobiles dans les conditions de transparence, n'est-ce pas, sans qu'eux puissent disposer de cette expertise télécom. En réalité, il s'agit d'une part, donc on a les réseaux télécoms qui disposent d'une expertise télécom, et puis on a les fournisseurs de SVA qui disposent d'une expertise informatique. GTS, donc l'opérateur alternatif, est celui qui fait le pont entre les réseaux de télécom et les réseaux des applications.